Je vais présenter en 1 minute notre conférencière d'aujourd'hui, qui prend place dans le cadre de ce séminaire transversal du Centre Prospero, réflexion sur voir, entrevoir, apercevoir, hein. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie Condra pour une conférence qui s'intitule Les écueils de la visibilité. Alors, Marie Condra est une spécialiste de littérature française et comparée. Elle est professeure à l'Université de Lausanne, chercheuse au Centre interdisciplinaire d'études des littératures, qui a été joliment acronymisé en CIEL. Marie Condra a fait une thèse entre l'Université de Genève et l'Université de Paris 3, thèse qui s'intitulait Le hors-champ, extension d'un lieu, ce qui nous amène déjà dans les parages directs du thème de notre séminaire. Je ne vais pas énumérer toutes les publications de Marie Condra, mais dans les plus récents, disons, et les plus en lien avec notre séminaire, hein, plusieurs articles, notamment Visage hors champ ou encore Imaginaire visuel et manque textuel de Wolfgang Iser à Judith Changler, ou encore Nommer le blanc, traduire le concept de Leerstelle de Wolfgang Iser. Alors, ce qui nous a surtout conduit à inviter Marie Condra dans le cadre de ce séminaire, c'est le programme de recherche pour lequel elle a récemment obtenu une subvention et qu'elle dirigera jusqu'en 2027. Ce programme a reçu le beau titre de Un vu en un mot, sous-titre Images, littérature, théorie. Alors, si je peux me permettre de paraphraser un tout petit peu le programme, le projet, ce qui sous-tend ce programme de recherche, c'est l'idée d'une forme de résistance à l'omniprésence de la culture du visible, du visuel, des images aujourd'hui, hein, dans un monde où l'image est partout, le visuel est partout. Comment, grâce à différentes pratiques artistiques, parce que c'est un projet intermédial, comment prendre distance par rapport au visible, comment faire divergence par rapport à cette sorte d'injonction à la visibilité, comme le dit l'exposé du programme de recherche. On voit aussi proliférer aujourd'hui des métaphores à la fois visuelles et vocales, hein, visibiliser, invisibiliser, donner voix, etc. On les voit proliférer dans la culture et dans ce qu'on a tendance à appeler aujourd'hui les narratifs. Alors, comment penser les effets méthodologiques de cette prolifération? Vous l'avez compris, c'est un projet très interdisciplinaire. J'ai évoqué l'intermédialité. C'est aussi un projet, évidemment, littérature comparée, mais au croisement avec les études visuelles et les théories contemporaines de l'image. J'espère avoir bien résumé le programme d'ensemble. Il est très vaste, il est très beau aussi du projet, mais certainement Marie Condra nous en dira plus. Donc voilà, je vous cède la parole, Marie, pour donc une conférence, comme je l'ai dit, intitulée Les écueils de la visibilité. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. Donc, la question du regard est en effet au cœur de mes propres travaux autour de différents partages opérés par l'image, qu'elle soit verbale ou visuelle. Et comme l'a évoqué Isabelle, les catégories qui m'ont intéressée jusqu'ici pour penser le regard, ce sont des catégories négatives, si j'ose dire, à double titre. D'une part, elles permettent de penser les limites de la vision, non pas comme un refus de regarder, mais comme une conscience aiguë de ce qui n'est pas montré, d'où le lien avec l'opacité. D'autre part, ces catégories reposent sur une conception spécifique de l'image, celle qui fait de la séparation entre présence et absence la condition du voir. Les écueils de la visibilité, comme je le développerai dans cette intervention, se situent précisément sur cette ligne de crête entre le tout visible, qui serait du côté de la transparence, pour reprendre le modèle proposé pour cette année, et le visible cadré, celui qui donne à voir le dispositif de la représentation. Je voudrais donc lire en préambule de mon intervention un texte, je crois, qui est bien connu des participants du séminaire sur l'invention de la peinture, qui pose justement l'absence au fondement du geste artistique de sa protagoniste. Il s'agit d'un mythe évoqué par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle sur un potier de Grèce antique, Dibutade de Sicyone, parfois nommé Boutadès,
qui, grâce à sa fille, inventa le relief en appliquant de l'argile sur le trait qu'elle a dessiné sur le mur. La fille est parfois nommée Callirhoé, mais souvent elle porte le nom du père, la fille de Boutadès. Le passage en question chez Pline est très bref. Donc je le lis, Dibutadès de Sicyone, potier de terre, fut le premier qui inventa à Corinthe l'art de faire des portraits avec cette même terre dont il se servait, grâce toutefois à sa fille. Celle-ci, amoureuse d'un jeune homme qui partait pour un lointain voyage, renferma dans les lignes l'ombre de son visage projeté sur une muraille par la lumière d'une lampe. Le père appliqua de l'argile sur ce trait et en fit un modèle qui mit au feu avec ses autres poteries. Alors, l'interprétation de ce passage comme l'histoire de l'origine de la peinture et même comme le récit fondateur de la représentation visuelle provient plus précisément d'une lecture superposée de deux chapitres distincts d'histoire naturelle. D'abord, celui où Pline évoque l'origine de la peinture en Égypte et en Grèce, dans les mêmes lieux, Corinthe ou Sicyone, et puis celui où la figure féminine entre sur la scène de la représentation visuelle. Si l'on place l'opacité du côté du double ou de la trace, elle intervient 2 fois au moins dans le processus de la création. Par la voie étymologique, avec l'ombre, l'image naturelle, puis avec la reprise du dessin de la fille par son père, qui s'en sert donc de base pour faire le moulage. On peut en effet parler d'une certaine immanence qui provient ici de l'opacité de la matière et de la matérialité du signe. Donc, je fais référence évidemment aux réflexions de Louis Marin à propos de la représentation picturale au Quattrocento. Or, chez Marin, l'opacité, celle de la représentation et non du réel, est réflexive. Toute représentation se présente en représentant quelque chose, nous dit-il. Ainsi, dans les fresques de Paolo Uccello, l'architecture du cloître, en l'occurrence le tympan d'une voûte, puis des éléments géométriques comme des lignes de l'arche que l'on voit ici en forme de pyramide, constitue le cadre externe de la représentation figurative qui, elle, est pensée selon les lois de la perspective. Dans le cas de Callirhoé, c'est le regard de la peintre qui remplit cette fonction. Elle trace le contour du corps de son amant sur le mur sans le regarder. Il existe de multiples reprises peintes et écrites de ce mythe qui comparent le principe de duplication propre au geste de Callirhoé et la conscience de l'absence et partant de la mort prochaine de son amant qui anime son activité artistique. Ainsi, pour Maurizio Bettini, pardon, je suis pas sur le bon slide. En tout cas, pour Maurizio Bettini, si la légende de Callirhoé est une configuration parmi plusieurs autres combinaisons possibles d'une seule et même histoire fondamentale, celle de deux amants comme protagonistes et du portrait comme intermédiaire, dans le cas de Callirhoé, elle a ceci de singulier que le portrait de l'amant est l'origine d'une technique particulière, à savoir le palimpseste entre l'ombre, le dessin et le modelage ou la sculpture en argile. Bettini y entrevoit une preuve de l'ambiguïté irréductible du statut de l'image de l'être disparu, à la fois comme empreinte et comme soustraction. D'autres interprétations, comme celle de Marie-Josée Monzin, mettent en relation la dialectique de la trace et du prélèvement avec la question de la différence sexuelle. Nous avons d'un côté le principe de multiplication, propre au geste du père, inspiré par sa fille amoureuse, et de l'autre, le principe de vacuité, propre au geste de la fille, tel, je cite Monzin, la trace d'une absence qu'elle ne peut retenir. Callirhoé ne regarde que l'ombre du jeune homme, elle anticipe son absence, elle imagine sa mort, elle cherche donc à conserver son image. Encore plus radicalement, la réécriture du mythe par Pascal Quignard donne à envisager l'image comme cause véritable de la disparition de l'amant. Je vous propose de lire un extrait de La Nuit sexuelle où l'écrivain reprend justement le mythe.
Elle tient la flamme dans la main gauche, dans la main droite, elle tient le charbon. La fille de Dibutade ne regarde pas son amant qui s'en va. Elle se penche au-dessus de sa tête pour inscrire la ligne que trace son ombre sur le mur. La fille de Dibutade est atteinte de désidérium. Le désir est une chose beaucoup plus noire, beaucoup plus atroce que les sociétés modernes ne le présentent. Le fond du désir est un rayon de ténèbres. Le désir est la libido de voir quelqu'un qui n'est pas là. La desideratio est la joie de voir l'absent. Le mot latin desiderium se traduit le plus souvent en français par les mots souvenir ou regret ou mélancolie ou désespoir. Bien sûr aussi parfois par le mot français de désir qui en est résulté. Mais atomiquement, dans le desiderium, dans l'astre absent, il y a un souvenir. Dans la désidération, le venir de la perte revient sous le venir lui-même. L'art cherche quelque chose qui n'est pas éloigné de la mort ou qui, en quelque sorte, appartient à sa nuit. Ce sont toutes ces peintures qui se succèdent au fil des pages noires. Le désir et l'appétit de voir absent. L'art voit absent. La jeune fille voit absent celui qu'elle aime. Elle anticipe son départ. Elle imagine sa mort. Elle désire cet homme. Dans la suite du texte de Quignard, le jeune homme part à la guerre, il y trouve sa mort, et c'est à ce moment-là que le potier fait son portrait. Mais le dessin peint par Caliroé naît quant à lui de la perte pressentie de l'être aimé et du regret éprouvé pour son absence. Pas encore advenue, mais déjà vécue par elle comme imminente. La faculté d'imagination de Caliroé y apparaît plus forte que son désir, car, comme écrit Quignard à un autre passage du même recueil, il y a une imagination qui aime follement l'absent. L'écrivain en conclut que produire une image, en l'occurrence un portrait peint, implique nécessairement de penser à l'absence et à la mort. Ce principe est au fondement de tout geste mimétique, y compris la production de l'image, qui est une forme qui en précède d'autres, notamment l'écriture, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan historique. Dans ces conditions, la marginalisation de Caliroé dans la littérature critique, scientifique, en histoire de l'art notamment, donc elle est souvent appelée la fille de son père, comme je l'ai dit, se lit comme une amplification, voire une mise en abîme de son propre geste artistique. Celui qui prend en charge une disparition inévitable et plus fondamentalement une absence impossible à congédier. On peut en effet s'interroger sur les conditions de l'inscription possible de cette figure dans le canon pictural ou littéraire. Quelque part, son geste de soustraction du visible est un rapport de métonymie avec son invisibilité symbolique dans l'histoire intellectuelle et culturelle. Sans être totalement occultée, elle n'accède pas au rang de la visibilité, au sens figuré, cette fois-ci du terme. Si l'on voulait filer la métaphore, on pourrait dire qu'elle reste elle-même dans l'ombre qui l'avait inspirée. Une photographie de Karen Knorr, parce qu'elle déplace légèrement tout en conservant les éléments fondateurs du mythe, le regard, le modèle, le cadre de l'atelier, ici devenu un cadre muséal, illustre bien, à mon sens, cette situation en marge de l'artiste fille comme figure historique et symbolique. Si je m'attarde sur ce mythe et ses avatars plus récents, c'est parce qu'ils fournissent des éléments essentiels, à mon sens, pour penser l'image selon l'économie de l'absence, à la fois sur le plan esthétique et politique. Dans la suite donc de mon intervention, je vais d'abord revenir sur quelques conceptions de l'image qui la définissent en dehors du paramètre de la visibilité. Je m'attarderai plus longuement sur une notion que j'ai empruntée au cinéma, le hors-champ, qui saisit donc cette part absente de l'image de manière particulièrement juste et précise dans un film, mais aussi dans toutes sortes de récits et même au-delà. Et je terminerai par quelques réflexions qui placent la vision en dehors du domaine de l'art et où elle devient une métaphore
pour dire la représentation en général, et je m'attarderai donc sur un autre terme qui élargit en quelque sorte les dynamiques qu'on aura vues avec le hors-champ. Donc c'est le terme d'un vu, et je commenterai bien sûr les différentes manières de l'écrire. Alors, la vacuité comme marge sémantique non saturée est profondément inscrite dans les conceptions les plus archaïques, non visuelles de l'image. Dès qu'on s'éloigne des approches sémiologiques, iconographiques de l'image et qu'on se tourne vers les théories de la représentation, on constate que l'être humain a besoin de produire des images, non pas pour fabriquer du visible ou des traces, motifs qui sont au fondement de tant de conceptions de l'image, héritées de la patristique notamment, mais pour répondre à la disparition d'un être proche et de structurer le vide qui naît de son absence. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les rituels funéraires depuis l'Antiquité, dans plusieurs cultures, avec les masques mortuaires qui couvraient le corps du défunt. Aux côtés de leur fonction pratique, hygiénique, ces imagos avaient aussi une valeur sociale et symbolique immense, car ils servaient d'intermédiaires entre les vivants et les absents rendus présents par ces objets. Même si cette pratique n'est pas universelle, elle touche néanmoins au besoin anthropologique fondamental de réagir à la transformation d'un être vivant en un être fantomatique absent. En fabriquant des images, on entreprenait quelque chose pour ne pas demeurer plus longtemps passivement assujetti à l'expérience de la mort. Donc, je cite ici pour une anthropologie des images de Hans Belting, qui montre justement comment le deuil, comme expérience vécue du manque, apparaît comme l'une des impulsions majeures de la fabrication des images chez l'humain. En ce sens, on peut dire que l'image a pour l'un de ses traits historiques l'absence. C'est l'absence propre à l'image. Dans le cas de Callirhoé, cette simultanéité entre la conscience de l'absence et la production du dessin ou de la fiction lui permet en quelque sorte de maîtriser le manque à venir. Certes, la pensée occidentale de la représentation pose déjà comme condition l'état d'absence de la chose représentée pour qu'elle puisse justement être rendue présente par le biais d'une opération symbolique, qu'elle soit visuelle ou verbale. Or, il me semble qu'à l'intérieur de cette tradition, certaines théories récentes, donc j'y reviendrai, ont porté cette idée au paroxysme, à point que toute expérience du regard pourrait être définie comme un laboratoire du manque. Penser l'absence comme le propre des opérations symboliques fait revenir au fondement non visible de l'image comme forme mimétique et envisager une autre histoire de l'image parallèle à son histoire visible, telle qu'elle a été écrite au sein de la doctrine chrétienne et des théories esthétiques. Ce qui veut dire donc depuis une histoire de l'absence vers une histoire de l'invisible, ou mieux, de l'invu. Avant de parler plus en détail de cette catégorie, on peut se demander déjà pourquoi ajouter d'autres paramètres à cette dialectique visible, invisible, ou le montré et le non montré. D'abord, c'est parce qu'il existe un certain nombre de discours récents sur l'image qui s'attachent à saisir les modalités de la réception des produits culturels dans un contexte qu'on qualifie à tort ou à raison de saturé, sans forcément condamner cette saturation comme étant par essence distrayante ou trop immersive ou incontrôlable. C'est en réaction au discours catastrophiste sur l'image qui repose sur une assimilation entre l'image et le visible. Donc, je pense bien sûr à Debord, à Baudrillard et dans une certaine mesure à Gérard Weitzman. Donc, c'est en réaction à ces discours que certains auteurs soutiennent au contraire que ce serait la dimension non montrée, non vue de l'image, c'est-à-dire un visible qui est potentiellement perceptible, mais pas encore appréhendé par le regard, qui pourrait garantir sa constitution, donc la constitution de l'image par le sujet. Je pense notamment à des auteurs comme Raymond Bellour, Marie-Josée Mondin ou Jean-Louis Comolli qui ont appelé à suspendre la part du visible dans la définition de l'image pour donner plus de place à ce qui n'est pas montré
directement, sans toutefois nier le caractère imposant des productions visuelles. C'est-à-dire que la reconnaissance de la production visuelle n'est pas interprétée par ces auteurs comme étant par définition menaçante pour le regard et pour l'émancipation du sujet du regard. Ainsi, chez Belour, le caractère très actuel de cette attention au non-vu est cristallisé dans son concept d'entre-image. Dans les deux volumes qui intègrent ce terme dans leur titre, Belour s'attache à rendre compte de l'image comme une entité instable et éphémère. Il s'intéresse à des modes d'être de l'image qui émergent avec les nouveaux médias, notamment avec la vidéo, capable d'intégrer et de transformer tous les autres arts, modifiant ainsi en profondeur le sens de la fabrication et de la saisie des images. Telle serait, selon lui, la particularité du régime visuel contemporain, plus que la quantité effective des productions visuelles. Belour considère ces modes intermédiaires comme étant incertains et transitoires, où l'image n'est pas visible, mais dans lesquels sa visibilité est imminente, notamment dans les cas d'une circulation soutenue du visible entre différents supports. En subsumant ces modes sous le concept d'entre-image, Belour cherche à saisir, à travers les œuvres de vidéastes et d'autres artistes contemporains, des passages qui investissent l'image sans la réduire à ses flux. L'entre-image renvoie donc à un espace virtuel formé par ces passages. Je le cite, un lieu physique et mental multiple, flottant entre deux photogrammes comme entre deux écrans, deux épaisseurs, deux vitesses, ce lieu est peu assignable. Il est la variation et la dispersion même. Un autre cas intéressant est celui de Jean-Louis Comolli, connu avant tout comme critique de cinéma, qui accordait lui aussi une importance primordiale aux facteurs quantitatifs dans la production du visible. Je pense en particulier à ses textes sur le cadre, élément fondateur de sa pensée du cinéma, et sur le partage entre montrer et ne pas montrer que le cadre opère. Une citation qui provient d'un recueil Corps et cadre résume bien l'ensemble de ces postulats théoriques. Faire du spectacle, c'est ajouter du visible au visible. Filmer, c'est en soustraire. La distinction proposée par Comolli entre cinéma et spectacle permet de valoriser le premier pour sa prédisposition à ne jamais se réduire à ce qui est montré à l'intérieur du cadre. Motif central de la pensée de l'auteur, le cadre est ce lieu stratégique dont le dépassement ouvre sur le hors-champ comme entité à la fois définie par des éléments du champ et suffisamment autonome pour maintenir la dynamique interprétative entre le montré et le non montré, dynamique à laquelle je reviendrai. Cette idée de l'insuffisance dite positive du visible est particulièrement importante dans la définition de l'image chez Marie-Josée Mondin. Pour la philosophe, l'image en tant que telle implique toujours une certaine attention à l'écart et à l'absence. Voir l'image, c'est donc déchiffrer dans le visible la présence d'une absence, celle-ci étant inscrite dans le visible lui-même. Dans un ouvrage qui date de 2007, Homo Spectator, Mondin écrit « Le visible ne contient pas l'image, tout comme ce qui est fini ne contient pas l'infini. Le visible est trace, vestige d'une présence incommensurable. Le visible est déserté par ce qu'il montre. Voir une image, c'est accéder à la béance du visible, au cœur du visible lui-même, c'est proposer au regard l'immanence d'une absence. » Mondin rappelle ainsi l'importance d'une certaine vacuité structurale dans l'image, une déficience matérielle qui lui assure justement sa fonction critique. Le caractère manquant de cette vacuité, telle qu'elle a émergé comme dimension déterminante de l'image chez les auteurs que je viens de citer, renoue ainsi avec les conceptions plus anciennes de l'image que j'évoquais au début. Néanmoins, ces nouvelles catégories qui indiquent l'absence
prennent, me semble-t-il, une forme spécifique, latérale, voire métonymique, puisqu'il s'agit d'une absence localisable à côté du visible. Elle ne doit pas être confondue avec l'invisible au sens de construction mentale, imaginaire, suggérée par le visible. Ces catégories désignent un des stades possibles du visible, une composante actualisable de l'image, mais matériellement absente du champ perceptif. En d'autres mots, euh, le non vu, le non montré correspond non pas à l'invisible que le visible rendrait présent dans l'image, mais au visible qui échappe au regard tout en lui étant connu et qui peut, à un moment ou un autre, s'intégrer dans l'image. Le non montré, le non vu, l'invu ne sont donc pas synonymes de l'invisible, de même qu'ils ne sont pas le contraire du visible. On peut en déduire que ces néologismes, comme l'entre-image chez Bellour, ne sont pas identiques à l'absence propre à l'imago. C'est ce qui m'amène à parler d'un changement de l'axe de localisation de cette absence de l'image, donc absence propre à l'image, de l'arrière vers le côté, c'est-à-dire depuis la profondeur comme superposition d'une présence visible sur l'absence invisible, vers un état de coprésence spatiale et temporelle, un état de coexistence de différents stades du visible. Toujours dans cette même optique de faire de ce qui n'est pas montré la condition du voir, certains auteurs et autrices, dont Monzin et Comolli, font un appel rare mais affirmé au terme emprunté au cinéma, le hors-champ. Alors je me suis saisie de cette notion pour explorer ses applications possibles et comprendre surtout son histoire. Pourquoi ce terme a-t-il émergé dans la pensée d'un art fondé sur le visible? Mon hypothèse initiale était que cette notion pouvait indiquer de manière très juste la part non montrée de l'image, comme un haut lieu de l'imaginaire et comme nouvelle dimension pour penser l'image, à l'écart du visible, précisément à l'âge de l'essor des technologies visuelles. Alors, qu'est-ce que le hors-champ? Si l'on peut en trouver des exemples dans les films de différentes époques et styles, en tant que notion théorique, le hors-champ a été formalisé dès la fin des années 60 dans les textes critiques et théoriques sur le cinéma. Dans le cadre de la représentation filmique, cette notion désigne non pas ce qui est absent, mais plutôt tout ce qui n'est pas montré directement et qui se lie à travers d'autres indices perceptibles, par exemple l'ombre, on y revient, donc vous la voyez ici sur l'image à gauche, ou narratif, tel le départ supposé du jeune homme dans le mythe de Callirhoé. Le hors-champ correspond à cette zone liminaire de la représentation qui ne peut s'offrir au regard que par l'opération de soustraction du visible. Dans le cadre d'un film, le hors-champ constitue en effet ce lieu par excellence où se jouent les attentes, les espoirs, les peurs ou les désirs des spectateurs et spectatrices, tel un souvenir ou un désir, pour reprendre les motifs lus chez Quignard. En ce sens, la dynamique du champ contre champ résume en elle seule les grands principes de la représentation filmique. D'un côté, celui du réalisme ontologique, théorisé par Bazin comme une empreinte ou un prélèvement, avec le rapport de continuité entre le réel et sa représentation, et de l'autre, le mouvement du plan et entre les plans, soit le montage, qui fait qu'une image est toujours reliée à une autre. Donc, c'est la conception de Deleuze notamment. En d'autres termes, le hors-champ n'a jamais de valeur intrinsèque. Il peut se faire symptôme d'une rupture comme d'une saturation. Cela dit, dans l'ouvrage qui va apparaître bientôt et qui est issu donc de ma thèse de doctorat, je montre notamment que le hors-champ est d'autant plus puissant lorsqu'il demeure tel, c'est-à-dire qu'il n'est pas transformé immédiatement dans le champ, et son devenir visible reste une possible en suspens.
On le voit bien dans une scène d'un film que j'aimerais vous montrer, donc de Marco Bellocchio. Et je vous propose tout de suite de regarder cet extrait. Alors, il n'y a pas de dialogue, mais vous devriez entendre la musique. Donc, la scène dure un peu plus d'une minute. Alors, dans cette scène, le hors-champ surgit à l'intersection de la logique et de l'imagination. Chaque visage exprime une réaction différente alors que les personnages se confrontent au même hors-champ, d'abord inconnu, puis montré à l'écran. Donc, il s'agit d'un graffiti de l'insigne des Brigades Rouges, sachant que le film il porte sur les années de plomb en Italie. Cette scène illustre de manière assez complète et nuancée la notion même de hors-champ, tel qu'il est défini en études cinématographiques, parce qu'elle recoupe plusieurs paramètres, disons, qui sculptent le hors-champ du film, à savoir le critère spatial, où le hors-champ renvoie à une portion de l'espace matériellement exclu, non visible. Puis la dimension sonore, qui peut être un bruit dont on ne voit pas la source, ou une musique extradiégétique, comme on l'entend dans cet extrait. Puis la dimension temporelle, au sens de saut temporel, comme des ellipses par exemple, mais aussi la durée même du plan, qui attire l'attention vers ce qui est hors champ. Et surtout la dimension diégétique, donc des indices narratifs qui recoupent toutes les dimensions précédentes. Et là, le hors-champ correspond à une entité, disons, d'un autre ordre, qui est une sorte de réserve narrative, une zone de transition, une zone active, mais qui reste latente de l'action à l'écran et que l'on peut investir sur le plan perceptif, dramatique, dans l'attente de voir le non montré. Mais puisque dans cette scène, on ne découvre qu'après coup la raison de ces réactions de personnages, on peut envisager encore un autre trait du hors-champ. Avec la succession des plans qui montrent leur effroi ou leur étonnement à chaque fois que la porte de l'ascenseur s'ouvre, on peut penser que le hors-champ renvoie à un ailleurs plus abstrait et plus inquiétant, un ailleurs absolu, pour reprendre l'expression de Deleuze, un environnement qui est signalé comme absent et qui est indiqué à travers d'autres indices, tout en restant imperceptible. Du côté des spectateurs et spectatrices, ce qui compte finalement, ce n'est pas le fait de voir ou de ne pas voir, mais c'est la conscience de cette absence, de ce qui est connu comme omis ou dissimulé. Ici, le hors-champ n'est pas seulement une portion exclue de l'espace filmé, mais un complément décisif de ce qui est montré. Il n'est pas réductible à la dynamique du champ contre champ, malgré le procédé technique employé, puisque c'est dans l'élision spatiale et temporelle que le hors-champ prend ses fonctions les plus importantes. En tant que notion théorique, le hors-champ rend alors tangible cette vacuité fondamentale de toute représentation. C'est donc ainsi que pour les spécialistes du cinéma, cette portion exclue du cadre est devenue peu à peu un lieu tout aussi important que le champ, une réserve narrative, une zone de transition.
Lorsque j'ai répertorié les différentes approches et définitions de cette notion, ces synonymes, ces emplois métaphoriques, c'était justement dans le but de proposer son histoire pour pouvoir l'envisager comme un concept plus transversal de la théorie générale des arts qui indique l'importance du non montré dans le montré et du non dit dans le dit. Par ailleurs, je m'étais intéressée aux équivalents possibles du hors-champ en dehors du cinéma, notamment dans les théories littéraires. Et j'ai pu remarquer que depuis les années 70 au moins, l'idée du manque comme matrice textuelle et comme modalité du rapport au texte avait tendance à se concrétiser et à prendre des formes de plus en plus localisables et tangibles. Là encore, on peut parler d'un changement depuis l'absence substituée par l'œuvre vers une absence concrétisée, connue, indiquée comme telle et intégrée à l'étude de l'œuvre, une absence active. Alors, un des équivalents les plus aboutis du hors-champ dans un texte narratif est le concept de l'Erstle de Wolfgang Iser, qui correspond à un mode spécifique de l'absence qui n'est ni imaginaire ni transcendante, mais une absence contiguë, une lacune paradoxalement présente, car indiquée comme telle, et d'autant plus que l'imaginaire visuel et la culture cinéphile sont très présentes dans l'acte de lecture. On peut penser aussi aux métaphores couturières chez Umberto Eco qui mettent en avant le caractère troué du texte, tisser des éléments présents comme des éléments absents et qui rendent justement possible l'ouverture de l'œuvre au sujet de la lecture. Donc, je ne vais pas détailler davantage ces extensions littéraires du hors-champ, mais en tout cas, il s'est avéré très rapidement que cette notion pouvait être opératoire au-delà de l'analyse formelle et servir de catalyseur pour comprendre le fonctionnement d'autres notions, ce qui ouvre des perspectives à la fois esthétiques, intermédiales et épistémologiques dans la mesure où l'on peut confronter la démarche des théoriciens du hors-champ avec les gestes des narratologues ou des philosophes qui partagent la volonté similaire à nommer et à localiser les formes tangibles du manque, mais avec leur concept propre. Ces rapprochements m'ont incité à élargir mes terrains de réflexion vers toutes sortes de phénomènes, donc des régimes de représentation ou des modèles de pensée fondés sur le refus de visibiliser. Avec ce changement d'échelle, j'ai décidé aussi de changer de vocabulaire et parler désormais de l'invu ou des invus. Deux questions se posent d'emblée. Pourquoi des métaphores du regard pour étudier les dynamiques de l'inclusion et de l'exclusion, du dedans et du dehors? Puis, à nouveau, c'est une question terminologique, mais pas que, à laquelle je continue à réfléchir. Pourquoi l'invu plutôt que l'invisible? Je voudrais faire ici une parenthèse sur la prolifération des métaphores du regard dans la pensée critique contemporaine, dans le domaine des arts et au-delà. On peut penser au projet participatif Le Parlement des Invisibles de Pierre Rosanvallon ou encore, dans le contexte académique, à l'investissement très riche et varié de la dialectique visible-invisible. Donc, en feuilletant le dernier programme du congrès de la MLA, j'ai pu constater à quel point ces catégories, dont l'opacité d'ailleurs et l'invisibilité, animaient la recherche en lettres aujourd'hui dans les universités américaines, en l'occurrence, mais je pense que c'est sans doute valable aussi pour notre continent. Avec le terme invu, il s'agissait avant tout pour moi d'insister sur l'importance accordée à notre époque au visible et à la présence, au visible comme une forme de présence. C'est à ce titre que je me suis intéressée aux phénomènes médiatiques, culturels et sociopolitiques des injonctions à la visibilité. Je fais référence à un idéal d'inclusion et de représentation des sujets minorés, opprimés et victimes des violences systémiques, tel qu'il a été promu notamment par des pratiques d'adaptation ou de réécriture
qui transforme les personnages secondaires en protagonistes qui mènent le récit depuis leur point de vue propre. Ou je pense aussi à des œuvres qui font valoir une polyphonie des voix aux côtés des instances narratives établies. Alors, sans remettre en cause la nécessité et la légitimité de ces procédés, le projet de recherche que j'ai lancé en automne dernier à Lausanne propose justement d'interroger le pourquoi de la visibilité. En quoi peut-elle devenir une zone de partage et un horizon commun? À moyen terme, il s'agira d'inventer d'autres outils pour explorer les limites de la visibilité dans toute la complexité contemporaine du terme. Alors, quand je dis outils critiques, je veux dire des notions qui permettent d'aller au-delà de l'opposition entre visible et invisible, tout en interrogeant les mécanismes de constitution de chacun. Pour vous donner une meilleure idée de nos activités, une partie des travaux de mon équipe est consacrée notamment à la comparaison des métaphores visuelles et des métaphores vocales, ou plutôt, je dirais, des métaphores du regard et des métaphores de la voix, déjà établies dans la pensée critique de la culture, par exemple dans les approches postcoloniales ou chez les théoriciennes du care. Donc, c'est le sujet de thèse de Boris Colinas. Irène Leroy-Ladurie, quant à elle, s'est appropriée la notion d'invu selon la dynamique du plus et du moins, autrement dit de l'intensité. Elle travaille notamment sur la cécité comme condition du visible, à la fois du point de vue sensoriel et philosophique, dans une perspective intermédiaire qui inclut la littérature et la BD. Et enfin, le projet de Cécile Nézère interroge l'invu du point de vue de la secondarité, que ce soit des personnages secondaires ou des écritures en langue minorisée. Son corpus accorde une place importante aux autrices écrivant en yiddish en début du XXe siècle, autrices qu'elle traduit par ailleurs, tout en réfléchissant à la portée de ce geste de la redécouverte. Voici donc quelques pistes pour vous donner une idée de comment on peut s'approprier l'invu comme outil par un mouvement d'activation conceptuelle de la condition dite marginale des figures et des pratiques qui interrogent la visibilité dans toute la polysémie du terme. Quant au terme lui-même, invu, je l'ai emprunté à Marie-Josée Monzin, qui n'en donne pas de définition approfondie, à part la distinction avec l'invisible. Je la cite: l'invisible est un terme lourd d'histoire religieuse ou d'idéologie, mais comment dire l'invu, c'est-à-dire non point ce qui est caché, occulte et impénétrable, mais ce qui nous incombe d'apprendre à voir, de la même façon que l'insu n'est pas inconnaissable, ni l'inouï inaudible. Et dans un livre plus récent, donc, elle articule plus étroitement l'invu à l'image. Donc là encore, le passage est très bref. L'image attend sa visibilité de la relation qui s'instaure entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. C'est pourquoi, plutôt que d'invisible, mieux vaut parler d'invu, de ce qui est en attente de sens dans le débat de la communauté. À la différence de l'invisible, notion qui est souvent placée du côté de la transcendance, par la philosophie occidentale, l'invu peut s'inscrire, à mon sens, aux côtés des champs sensibles et politiques du visible pour dérégler celui-ci depuis ses zones liminaires et parfois même miner le terrain de son pouvoir. On parlera alors des formes d'invisibilité active, celles qui peuvent agir sur le champ discursif depuis ses marges. En outre, l'invu correspond à un espace à la fois matériel et symbolique qui ne transforme pas la visibilité en position de domination, mais aussi à une posture de retrait qui peut devenir un lieu de parole et d'action. On parlera alors des invus pour désigner ces figures agissantes, réelles ou inventées, dans leur propre périmètre d'activité. Je dois dire aussi que initialement, je m'étais intéressée à ce versant socioculturel de la visibilité avec l'étude des pratiques de création qui échappent au cadre de l'institution artistique,
notamment dans le cadre d'une publication collective que j'ai co-dirigée avec une collègue en esthétique, Cécile Mailloux, sur les formes littéraires et plastiques de l'agir créatif. Un autre exemple qui résonne avec ces dynamiques, c'est la notion de canon qu'on pourrait définir comme un lieu de visibilité par excellence, dans la mesure où les réflexions, notamment en littérature comparée, sur les processus de canonisation sont indissociables de l'attention portée au corpus mineur ou à des espaces littéraires dits périphériques. Donc là, je voudrais évoquer le travail que je mène depuis quelques années avec Mathilde Manara sur le corpus comme entrée essentielle donc pour étudier ces dynamiques autour du canon. Alors pour terminer, si je peux encore prendre quelques minutes, je voudrais vous proposer un exemple un peu plus développé pour illustrer cette activation conceptuelle de l'invu. Donc, il s'agit d'un cas d'une cinéaste, Alice Guy, qui, depuis une vingtaine d'années, fait objet de vifs débats parmi les historiens du cinéma. Plusieurs chercheurs et chercheuses ont essayé de réhabiliter son travail de visionnaire oublié. Donc là, je cite le titre d'un des ouvrages qui lui a été consacré. Et d'inscrire cette figure aux côtés de ses contemporains, inventeurs reconnus comme les frères Lumière, ou même de ses disciples, donc des disciples d'Alice Guy, comme Louis Feuillade. Le cas d'Alice Guy pose problème aux spécialistes du cinéma muet à plusieurs titres. Déjà, tout simplement pour des raisons matérielles et structurelles, il étant difficile de refaire l'attribution des films de cette époque où la notion même de réalisateur n'existait pas. Pour moi, il me pose aussi problème pour des raisons, je dirais, de cohérence, car j'estime qu'on ne peut simplement inscrire Guy dans le canon filmique en faisant économie de toutes les décennies de son absence. Pour cette raison, je me suis focalisée sur différents aspects de son activité de cinéaste. Donc, j'ai analysé la littérature critique et les discours historiographiques autour de son œuvre qui permettent justement de constater les limites de la réécriture de l'histoire du cinéma à partir d'un canon déjà établi. Puis, j'ai fait aussi une étude rapprochée de ces films pour analyser les techniques de mise en scène qu'elle a développées très tôt, sachant qu'elle a commencé à explorer rapidement le potentiel narratif du cinéma et non pas uniquement ses possibilités d'enregistrement. Et enfin, je me suis tournée aussi vers son autobiographie. Donc, c'est un texte qui date de 76 où Alice Guy offre un témoignage sur ses conditions de travail et se montre parfaitement consciente de sa propre situation, d'abord en tant que secrétaire de Gaumont, puis en tant que jeune femme qui pouvait produire des films. Et à la fin de sa carrière, elle a dirigé des studios à côté de New York. Donc ce triple corpus filmique, critique et autobiographique m'a permis d'aborder le cas d'Alice Guy, non pas comme une lacune à restaurer et à revaloriser au plus vite, mais comme un dehors actif qui maintient justement une possibilité de réaménagement de l'histoire du cinéma à tout moment, tout en gardant son statut à l'écart et en mettant un accent sur les phénomènes de fragmentation du savoir et les processus d'invisibilisation qui lui sont corollaires. En ce sens, dans le cas d'Alice Guy, la dialectique visible en vue n'est pas seulement un objet de pensée, mais elle fonctionne aussi comme une dynamique qui était propre à sa démarche artistique et intellectuelle et aussi, et c'est important, à celle de ses commentateurs. Pour conclure, je voudrais peut-être insister sur la double nature de toutes ces zones non vues. Ce sont à la fois des espaces matériels au sens sémiotique, mais aussi au sens social et historique, et des espaces symboliques dans la mesure où ils participent de la formation des représentations et des discours. En ce sens, le visible et l'invu, le champ et le hors-champ, ne sont pas vraiment des équivalents du couple transparence-opacité,
Mais ces catégories soulèvent, me semble-t-il, des interrogations proches. À savoir, chacun de ces trois modèles permet de développer une critique du regard comme une instance stable, voire comme une instance normative, peut-être même une instance de contrôle. Ces catégories viennent fragiliser les certitudes, qu'elles soient proprement perceptives ou historiquement construites et culturellement chargées. En ce sens, l'invu se situe à la fois dans l'ordre du sensoriel et dans l'ordre du conceptuel. Il donne aussi une toute autre valeur aux lacunes, à l'effacement, à l'absence, une valeur qui est fortement ancrée dans la pensée de ce qu'on pourrait nommer l'envers du regard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers à vos questions ou vos remarques. Merci. Merci beaucoup, Marie Condra. C'est difficile d'applaudir en ligne. Enfin, ça donne pas grand-chose à part par la petite icône. Mais merci pour ce bel exposé. Voilà, je vois qu'il y a des applaudissements qui arrivent par icône interposée. Je dois, avant de passer aux questions, je veux juste préciser, mais voilà, il y a toute une série de personnes là qui s'affichent. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras hein, pour qu'on soit face à des visages plutôt que à des petites pastilles. Donc, je dois préciser également que le séminaire est en co-organisation avec Patricia Lechkin, qui est connectée également. Et donc, il y a toute une série aussi de doctorants de l'école doctorale des Pays de la Loire qui assiste à la séance. Donc, c'est une co-organisation, en fait, pour cette séance du séminaire. Alors, ceci étant dit, alors j'aurais moi-même une ou deux questions, mais je ne voudrais pas directement monopoliser la parole. Donc, je peux le faire si... ben voilà, je vois que Laurent est déjà au taquet. Donc, Laurent,